Bonjour et bienvenue sur la chaîne Synesthésie. Aujourd'hui, on va parler de Civil War, le dernier film de Alex Garland, qui est l'auteur de Men, Ex Machina et Annihilation avant ce dernier film Civil War. Alex Garland, de manière générale, il a pour habitude, je dirais, de ne pas finir ses films. C'est assez frustrant en tant que spectateur et c'est un truc que je reprocherais à ces trois films précédents en fait. Que ce soit dans Ex Machina où au final on ne voit pas trop les conséquences de la fin du film, que ce soit dans Annihilation on ne voit pas trop les conséquences non plus de la fin du film, et dans Men où au final on ne tranche pas vraiment sur le rapport qu'a l'héroïne à la réalité. Donc dans les trois cas ça a été des expériences qui partaient de bonnes idées, que ce soit l'IA quasi humaine dans Ex Machina, l'arrivée d'une entité étrangère relativement incompréhensible pour l'être humain dans Annihilation, ou alors le deuil difficile d'une relation toxique dans Men. Mais malheureusement, le problème c'est que au-delà de ce concept, il va jamais vraiment jusqu'au bout pour nous proposer quelque chose de complet. Et c'est quelque chose qui a tendance à relativement me frustrer moi en tant que spectateur avec les films d'Alex Garland. Donc il va en être quoi pour Civil War? Déjà, ça parle d'une guerre civile uchronique aux USA, à savoir entre l'Est, l'Ouest et le centre, on va dire, en tout cas l'establishment courant, c'est-à-dire le président des États-Unis en activité. Et du coup, ces trois factions qui sont, l'Est et l'Ouest n'ont pas l'air de trop échanger entre eux, et la cible principale est l'État central. À savoir que l'Ouest est représenté par une alliance assez incongrue entre la Californie, si je ne me trompe pas, et le Texas. Donc un des États les plus à gauche des États-Unis et un des États les plus à droite des États-Unis qui sont alliés, et ça va être entre autres un des problèmes que je vais avoir avec le film. Je vais y revenir plus tard. Et on nous annonce dans ce film, c'est que suite à cette sécession avec l'État central, les deux factions dissidentes se sont organisées, chacune de leur côté, pour prendre le pouvoir en fait et destituer le président. Dans ce contexte-là, on va suivre des journalistes de guerre qui vont vouloir arriver jusqu'à Washington pour avoir la dernière interview avant la destitution du président en exercice, qui sera donc le scoop que tous vont essayer de rechercher, puisque le président va très probablement être tué ou jugé, ou en tout cas ne sera plus accessible aux journalistes. Donc on va éluder, et comme ça va permettre de parler un peu plus en détail des problèmes du film, pour justifier ce que je disais sur le fait que le film a un gros problème vis-à-vis de son statut de départ. C'est que d'ordinaire, là où Alex Garland ne finit pas ses films, là il ne le commence pas son film. C'est-à-dire qu'on ne saura jamais quelle est l'origine du conflit dans le film, quelle est l'origine de cette guerre civile, et donc pourquoi on a une alliance aussi étrange que la Californie avec le Texas. Aussi surprenant que ça puisse paraître. On pourrait imaginer plein de scénarios où ces deux États pourraient être amenés à collaborer d'une manière ou d'une autre, puisque c'est peut-être dit vite fait en sous-texte, mais vraiment très vite fait en fait, c'est vraiment pas dit clairement. Et du coup, c'est un peu le problème Rebel Moon en fait. On n'est pas censé deviner ça. C'est que très probablement l'état actuel est un état extrêmement corrompu, et que forcément les deux états les plus extrêmes d'un pays pourraient se réunir autour de l'idée de la corruption, puisque c'est le fer de bataille de tous les extrémismes, de lutter contre un establishment qu'ils considèrent comme étant corrompu. Que ce soit extrême gauche ou extrême droite, les deux ont le même argumentaire là-dessus. Peu importe que eux soient potentiellement autant voire plus corrompus que l'establishment, leur argument c'est de dire regardez, eux ils sont corrompus et nous on apporte la solution, on va lutter contre cette corruption que représente l'État en place. Voilà. Donc on pourrait très bien imaginer un truc comme ça. Mais c'est pas dit, et franchement c'est tellement incongru que c'est pas à moi de deviner en tant que spectateur ce genre de choses. Surtout que là c'est encore plus extrapolé que dans Rebel Moon. D'un côté, je vais l'expliquer par la suite, ça peut être quelque chose de justifié, mais ça enlève toute une substance du film qui aurait été très intéressante à justement étudier, vu le contexte américain, enfin états-unien de la situation, qui comme on le sait depuis l'élection de Trump est un pays extrêmement fracturé, au point qu'il a pratiquement la réputation d'être ingouvernable à l'heure actuelle, et qu'on se demande bien qui va prendre la suite de Joe Biden lors des prochaines élections, parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir une bonne solution, quoi. Donc ça aurait pu être quelque chose d'intéressant à étudier. Mais le film, il prend une autre voie, et ça va être l'occasion d'en parler aussi, puisque si on ne s'intéresse pas à l'origine du conflit, on va s'intéresser du coup au personnage de journaliste de guerre, puisque dans un certain sens, on va suivre toute l'histoire à travers leur point de vue.
Leur point de vue qui est uniquement d'aller interviewer un président sur le point d'être destitué en fait. Et quelque part, c'est des gens qui vivent dans leur petit cocon qu'on nous présente au début, qui est relativement aseptisé, et qui vont débarquer dans un monde où, en fait, ils savent pas vraiment où ils mettent les pieds. À chaque fois, ils vont pas savoir exactement sur qui ils vont tomber, etc. Est-ce que ça va être une faction particulière, une armée entre guillemets organisée? Est-ce que ça va être des mecs complètement paumés au milieu de nulle part et qui agissent selon leurs propres règles? En fait, on va jamais vraiment savoir dans un premier temps. Et ça va être l'occasion, justement, sur le trajet jusqu'à Washington, de rencontrer un peu toutes ces personnes qui font un peu ces États-Unis dystopique, uchronique, dans lequel en fait la fracture s'est creusée au point d'être irréconciliable. Donc il y a un truc qui peut justifier par là, et le fait justement que les journalistes de guerre ne sont pas partie prenante dans le conflit. Donc au final, je sais que le sujet du film c'est le journalisme de guerre, qu'on va se mettre dans leur voyage et à travers leurs yeux en fait pour arriver jusqu'à Washington, et donc ils sont étrangers à tout ce conflit qui a lieu, et que donc à travers leurs yeux au final les origines du conflit ils s'en foutent, ils sont pas là pour ça, eux, ils sont là pour documenter, ils sont là pour prendre des clichés, etc. Et du coup on va vivre le conflit de l'intérieur sans prendre parti, et du coup ça va être traité à l'extrême en nous disant puisqu'on prend pas parti, au final on s'en fout de savoir l'origine du conflit. L'idée c'est de documenter le conflit. S'il y a des gens qui font de la merde, on s'en fout de savoir d'où ils viennent, etc. L'idée ça va être de dire regardez, on a pris ça, il se passe ça dans ce conflit, voilà, on prend pas position, etc. Donc c'est un truc qui peut se justifier. Le truc c'est que pour donner plus d'impact à une photo de guerre par exemple, puisqu'il va être question de photographes de guerre de manière un peu plus précise, en tout cas pour deux des personnages principaux, le plus intéressant dans ce genre de contexte, c'est d'avoir un contexte justement. Et typiquement si je montre une photo de militaires qui mènent des gens à bout de fusil dans un camp plein de cadavres, vous allez probablement me hurler que ces gens sont des tortionnaires, que c'est pas normal, etc. Et si je vous explique le contexte d'un camp de concentration nazi, et que donc les soldats sont ceux de la libération, qui amènent les gens dans les camps de concentration pour leur montrer ce qu'ils ont cautionné au final à travers le nazisme, même indirectement, et là ça remet en contexte, et donc il se passe quelque chose qui fait que normalement vous êtes beaucoup moins extrême dans votre a priori vis-à-vis de la photo que je vais vous montrer. Et c'est aussi à ça que peuvent servir des reporters de guerre, à recontextualiser certaines choses que on comprendrait que à travers des pamphlets, etc. Là on a des photos, et des photos avec des contextes précis dans lesquels elles ont été prises, et ça peut être intéressant. Il y a beaucoup de clichés très connus qui sont issus de révolutions, de guerres, etc. Et si on n'a pas le contexte, on comprend pas pourquoi ces clichés sont aussi importants. Donc je trouve que c'est dommage qu'on ne donne pas justement ce contexte-là pour légitimer la vue de ce qui nous est présenté dans le film en fait. Il nous manque tout un contexte qui fait qu'on ne peut pas en tirer les conclusions qu'on devrait en tirer. Je trouve que c'est un peu dommage en fait. Et ça va un peu se reporter du côté des personnages aussi, puisque dans les personnages on a donc une photographe de guerre expérimentée avec un autre gars, une novice qui a insisté pour venir et donc qui n'a jamais été vraiment sur un lieu de conflit, etc. Et un vieux journaliste qui lui est là un peu pour le scoop, etc. Et ce sera un peu le dernier scoop de sa carrière et compagnie. Et ces personnages ils ont une dynamique un peu bizarre, puisque surtout ce qui va nous intéresser c'est avec la novice, avec la vétérante on va dire de photographie de guerre, et que le centre du film ça va être le fait de prendre de la distance vis-à-vis des clichés qu'on va prendre. Je suis prêt à l'accepter, puisque si tu prends pas une certaine distance par rapport à ce que tu vois dans ce genre de métier, tu deviens complètement taré. Mais du coup, on va pas creuser ça tant que ça en fait. Parce que justement, vu qu'on n'a pas de contexte, on peut pas se dire est-ce que c'est important qu'ils prennent de la distance ou pas en fait. Est-ce que c'est si grave que ça par rapport à un autre conflit? Et au final, on va avoir des scènes où ils tombent sur d'autres journalistes qui sont vraiment en mode OSEF. Et au final, ils sont pas forcément éthiquement dégueulasses non plus. Donc en fait, on sait pas vraiment si le message du film c'est oh là là, les journalistes de guerre ils s'en foutent des conflits et c'est pas bien parce que c'est des cyniques, etc. Ou alors, si le message du film c'est les journalistes de guerre doivent s'en foutre du conflit dans lequel ils sont. Et dans ce cas-là, c'est un peu réducteur en fait de ce métier-là, puisque très souvent le but c'est d'apporter des informations, voire carrément de documenter des exactions qui sont commises lors d'un conflit. Et dans ce cas-là, le contexte il est important. Donc au final, j'ai l'impression qu'il est un peu aux fraises le film vis-à-vis de son message, même vis-à-vis de son sujet. Même si pour le coup, en termes de réalisation, il n'y a rien à dire, notamment le passage dans Washington, qui pour le coup est clairement une guerre en pleine ville, il est juste incroyable. Ça c'est le point positif du film. En termes de message, j'ai l'impression qu'il est un peu aux fraises le film en fait. Plus ça va, plus je me dis qu'il est un peu à côté de la plaque par rapport à ce qu'il essaye de dire et ce qu'il essaye de montrer. Peu dommage.
Voilà, c'est mon avis sur Civil War. C'est pas mal, mais ça aurait pu être plus impactant. Et je m'étais un peu réconcilié avec Alex Garland en voyant Men il y a pas longtemps, parce que je trouvais que c'était un peu mieux que ce qu'il avait fait avant. Et c'était beaucoup moins manichéen que ce que laissait entrevoir la communication autour du film d'ailleurs. Et au final, j'ai l'impression vraiment que quand il n'est pas aidé à l'écriture, c'est pas ouf ce qu'il fait, ce qui est dommage. Je vais pouvoir du coup vous conseiller un film qui convient tout à fait à la situation et que personnellement j'adore, à savoir Southland Tales de Richard Kelly. C'est le type qui a fait Donnie Darko, il a aussi fait ce truc. Et là, si vous voulez de l'Uchronie qui va à fond, qui fait un espèce de commentaire ultra méta sur son époque et même ce qui allait venir après, pour le coup il était assez précurseur, vous allez être servi. Parce que là, on a un synopsis, suffit d'aller voir sur Wikipédia, on comprend rien, ça annonce la couleur, puisqu'on va être dans une Uchronie où aux États-Unis il y a eu une troisième guerre mondiale, il y a eu des bombes nucléaires qui ont pété dans je sais plus trop quel état, il y a des ruptures du continuum espace-temps dues à une technologie inventée par un espèce de proto-Elon Musk, il y a des gens qui sont assez cons et amnésiques, il y a un mouvement révolutionnaire, mais en fait ça a l'air plutôt d'être 4 technos dans un hangar qui se nomme mouvement néo-marxiste, et il y a du coup le proto Elon Musk qui menace de détruire la Terre et qui s'en bat les steaks. C'est une espèce de camoulox filmique, mais le truc c'est que c'est sorti en 2007. Il y a beaucoup de choses que je viens de mentionner qui datent d'après 2007. Tout le délire néo-gauchiste aux États-Unis, assez ridicule parfois. Tous les délires mégalos de Elon Musk, ça date d'après 2007, notamment Starlink, etc., qui en sont en train de pourrir le ciel. Et on a une vraie exagération de la société américaine pour créer un vrai commentaire de société, même si c'est sous un angle complètement comique, voire carrément parodique. Des fois, on a l'impression de voir du South Park IRL. C'est hyper divertissant et c'est un vrai commentaire à dire pour le coup. Et certes, on peut ne pas être d'accord avec le commentaire, mais au moins, on comprend clairement ce que le film essaie de dire. Il n'est pas totalement aux fraises par rapport à ce qu'il dit. Et pour changer complètement de territoire, on va passer en France maintenant avec une mini-série, comme j'avais fait avec Don't Fuck With Cats il y a quelques mois, à savoir L'Effondrement. C'est une mini-série en 8 épisodes qui traite à chaque fois d'un type de personne à un moment donné, suite ou avant l'effondrement de la civilisation, qu'on suppose française et peut-être mondiale, avec des gens très lambda au début des événements. On va avoir des altermondialistes aussi quelques semaines après, on va avoir les employés d'une centrale nucléaire qui font en sorte que celle-ci n'explose pas, on va avoir aussi des ultra riches à un moment donné qui essayent de rejoindre une île, etc. En fait, on va avoir plusieurs profils, et l'intérêt de cette série, ça va être de montrer justement comment ces différents profils vont interagir à différents moments au cours de cet effondrement de civilisation. Et la série va se finir avec un événement qui va avoir lieu un petit peu avant, pour le coup l'effondrement, dans une émission proto TPMP / Don't Look Up qui va être assez bien fichue, alors que la série date d'avant les gros scandales de TPMP post-Covid. La série a été faite avant le Covid, si je ne me trompe pas. C'est assez bien fichu et encore une fois assez visionnaire vis-à-vis de ce qui se passe en 2024 notamment, donc je vous la conseille fortement. Voilà, merci à vous qui êtes restés jusqu'au bout de la vidéo. Je vous invite à partager cette vidéo autour de vous afin de faire grandir la chaîne, ainsi qu'à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à vous abonner pour être mis au courant des prochaines vidéos. À une prochaine fois, salut!